Bonjour et bienvenue. On va parler d'analgésie obstétricale. C'est un sujet qu'on n'aborde pas en première année en général, mais je veux vous initier parce qu'ici, il y a beaucoup de recrutement. Et j'aimerais qu'à la fin de l'année, vous ayez au moins les concepts qui vous permettent par la suite de vous entraîner, d'avoir une péridurale qui fonctionne. Okay. L'intérêt de la question est évident. L'accouchement est l'événement le plus traumatisant dans la vie d'une femme. C'est hyper douloureux. Et on a cette culture de dire c'est comme ça, c'est normal. Je me souviens avoir été interne à Zeranda, en gynéco, puis il y avait une dame qui était par terre, elle se tordait de douleur, elle était comme possédée, elle était ivre de douleur, elle pleurait, elle suppliait. Et moi je dis à la gynécologue, la résidente, la dame là, elle a mal. Elle me dit non, elle n'a pas mal, elle a très mal. C'est tout. C'est tout, mais elle a pas mal. Donc prenez le problème à bras-le-corps. Prenez le problème à bras-le-corps, ne sous-estimez pas l'importance de la péri. Investissez dedans, de votre temps, de votre énergie, et la péri vous le rendra. D'accord? Ça m'a été très utile dans ma carrière. Pour le travail, il y a deux parties très distinctes. Quand les contractions commencent, la douleur elle a trois caractéristiques. D'abord, c'est une douleur qui est viscérale, c'est-à-dire c'est la contraction qui fait mal. C'est une douleur qui est modérée. On a une dame qui est à 3 de dilatation, marche, d'accord? C'est une douleur qui est modérée. Elle peut être supportable au début. Et surtout, c'est une douleur qui se projette au niveau lombaire. Donc la métamérisation, la douleur, ce qu'on doit couvrir nous pour cette première phase du travail, donc du début des contractions jusqu'à environ 5 cm de dilatation. C'est une douleur qui, 1, est lombaire, 2, modérée, et 3, viscérale. Ensuite, lorsque le travail avance et le mobile fœtal commence à bouger, l'affrontement du mobile fœtal avec les structures maternelles augmente la douleur. Donc à 5 cm, la femme que vous connaissez jusqu'à maintenant, qui a une péri qui fonctionne, vous avez injecté, vous êtes content, elle est rentrée chez elle et vous avez un autre profil devant vous. Vous avez une dame qui a des douleurs qui se projettent au niveau sacré, c'est plus des douleurs qui se projettent au niveau lombaire, donc l'entretien ne se fait plus sur le même territoire. C'est des douleurs qui sont somatiques. Ce ne sont pas des douleurs qui sont viscérales, elles sont somatiques. C'est cet affrontement du mobile fœtal qui est douloureux. Et ce sont des douleurs qui ne sont pas modérées du tout. Elles sont intenses. À moins d'avoir une multipart qui vient, la pose de bébé, elle va sortir, mais ce n'est pas le profil de tout le monde. Cette variabilité entre les individus est au cœur de l'analgésie obstétricale. C'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute et comprendre la demande de la parturiente. Une dame qui accouche sans douleur, ça ne veut pas dire une dame qui est satisfaite de son accouchement. Et une dame qui est satisfaite de son accouchement, ça ne veut pas dire une dame qui accouche sans douleur. Il n'y a pas une corrélation stricte entre le niveau de satisfaction des parturientes et la douleur qui est plus ou moins bien couverte. D'accord? Donc, la douleur retentit sur le fœtus, elle augmente le stress maternel et des catécholamines circulantes. La péridurale améliore les conditions de l'accouchement en général. La péridurale améliore les conditions de l'accouchement en général. D'accord? C'est un mythe, ce n'est pas vrai que de dire que la péridurale donne des difficultés au cours du travail. D'accord? Donc, les contractions utérines, c'est le niveau lombaire, et lorsque le mobile fœtal descend, on est en sacré. Gardez à l'esprit ces deux phases du travail. La troisième phase, on n'en parle pas, c'est la délivrance. La délivrance, c'est la sortie du placenta après l'accouchement, n'est pas une phase douloureuse. Généralement, nous, ce qui nous gêne pendant ce temps-là, c'est l'épisiographie, qui peut être douloureuse, mais on est déjà couvert. Si vous avez bien couvert avec de la bupivacaïne le moment de l'accouchement, c'est généralement pas la peine de rajouter à cette étape-là qui en elle-même n'est pas douloureuse. Là, on ne voit pas très bien, mais sur l'échelle de la douleur, l'accouchement, il se situe là. D'accord? En comparaison, la douleur sciatique, elle est là. T'as déjà vu une sciatalgie, hyperalgie? T'as déjà vu les gens comment ils sont? Elle est là, de la sciatique. En comparaison, une rage dentaire. Elle est là. Une fracture. Elle est là. Ça rigole pas l'accouchement. Et en fait, l'accouchement, il y a des différences avec des facteurs de risque qui sont identifiés. En général, la primie a plus mal que la multipart. En général, la femme qu'on déclenche, quand on a une perte de symptômes, aura plus mal
une femme qu'on n'a pas déclenchée, qui accouche toute seule. En général, une femme qu'on n'a pas préparée, elle n'a pas fait la préparation avec le ballon suisse, l'accouchement, elle ne s'est pas projetée sur la table, voilà madame comment on respire, les exercices de respiration, la préparation à l'accouchement avec les sages-femmes. Une femme qui n'a pas été préparée aura plus mal qu'une femme qui a suivi ses cours et qui s'est préparée à l'accouchement, qui sait comment ça se passe. Donc une primie, pas préparée, déclenchée au symptôme, on est là. Une multipare bien préparée, qui vient accoucher toute seule, on est à un niveau de douleur inférieur. Ok? Alors, c'est douloureux et on a tout essayé. On a essayé la sophrologie, les bains chauds, les bains froids, l'électrothérapie, la psychothérapie, les halogénés, les morphiniques, les différents blocs, l'acupuncture, le proton. Tout a été essayé pour l'accouchement. Rien ne marche. Rien. Vous verrez des gens qui vont vous vendre des programmes d'hypnose de machin. Rien ne fonctionne quand on est dans les grands nombres. Évidemment, si on prend quelques individus et qu'on leur met quelque chose, on leur dit ça va te soulager, chez certains, ils auront l'impression que ça va un peu. Mais en réalité, ce qui fait la différence, c'est le niveau de satisfaction. Quand une femme, elle vient, les murs sont propres, la table, elle est propre, on lui sourit, on l'encourage, même si sa douleur, elle est là, elle va participer à son accouchement, elle sera satisfaite de son accouchement. Si on vient, on lui crie dessus, c'est sale, il y a du sang, on ne la voit même pas, les examens, on ne lui donne aucune information, on ne la dirige pas, et on lui fait une rachie, elle ne sent rien du tout, elle sera traumatisée quand même par son accouchement. Donc, il y a tout un écosystème autour de la femme enceinte pour qu'à la fin, sur le livre d'or, elle vous écrive « Ah ouais, l'accouchement est trop bien, je recommande. » Il n'y a pas que la douleur. Okay? Le seul truc qui fonctionne sur la douleur, c'est la péri et la rachie. C'est les blocs médulaires. C'est l'anesthésie régionale centrale. C'est le seul truc qui fonctionne effectivement sur la douleur. Tout le reste fonctionne sur le souvenir, la perception, le niveau de satisfaction, le calme, le stress, mais pas la douleur. Donc notre fer de lance, c'est la péridurale. Donc le topo, c'est la péridurale. Les rachis fonctionnent bien, mais les rachis, ce n'est pas pour la femme qui accouche. La rachis, c'est pour la sage-femme. C'est pour faciliter les conditions du gynécologue, du médecin ou de la sage-femme sur la table. Donc la femme enceinte peut avoir mal pendant 12 heures de travail. Elle a fait un marathon, elle est complètement crevée. Enfin, on arrive à 6 ou 7 de dilatation, on n'est pas loin de l'accouchement, il reste 1 heure, 1 heure et demie, mais elle a souffert pendant tout ce temps-là. On lui fait une rachis sur la table, ça sera plus facile de la faire accoucher. D'accord? Donc la rachis, c'est vraiment un truc de sauvetage lorsque vous recevez quelqu'un qui est déjà très très avancé dans son travail, limite elle va coucher dans le taxi, elle rentre, on lui fait une rachis. Okay? En dehors de cette situation, privilégiez les péridurales. On commence par les contre-indications à la technique. On verra la technique elle-même. C'est pour ça que c'est plutôt pour vous, parce que je vais parler de la technique. Avec les majeurs, je parle plus de la gestion. D'accord? Quels sont les incidents à craindre? Produits et protocoles, donc je ne vais pas pesantir sur ça, parce que la planche elle est unique, mais ce que j'ai à vous dire dessus est important. Et on va finir avec les mythes de la péridurale pour que vous ne sortiez pas avec une perception tronquée. Contre-indication, à part le refus de la parturiente, on peut s'arranger. À part le refus de la parturiente. Bon, cette histoire d'achicelle non drainée par exemple, pourquoi ça contre-indique la péri? Ça contre-indique la péri. D'engagement. Non, la péri ne provoque pas de brèche diurmérienne. Oui. Un opérateur expérimenté, est-ce qu'il fait des brèches? Oui. Oui. Donc il a une chance sur 100 de faire une brèche. Un opérateur expérimenté, toutes les 5 lagmins, il fait une brèche diurmérienne, mais c'est rare. Et sur ces brèches diurmériennes, une partie infime va faire des céphalées. Donc la brèche diurmérienne ne devrait pas faire partie de la péri. C'est un risque très exceptionnel lorsqu'on place une péridurale et qu'on a l'habitude d'en placer. Si vous n'avez pas l'habitude d'en placer, vous partez du principe que vous allez faire des brèches diurmériennes jusqu'à bien sentir le moment où vous allez vous retenir et vous allez en faire moins. Okay? L'affection du point de ponction, les états de choc, les instabilités hémodynamiques sont plutôt dans la vraie vie ce qui nous empêche de faire des péridurales. Alors, il y a une vidéo sur YouTube que je vous conseille de voir, 10 tips to optimize epidural technique, donc de Tsen, qui fait partie de l'ASSO, qui est la société américaine d'obstétrique, qui donne ces astuces-là que j'ai trouvé intéressantes. Donc, je reprends son contenu juste pour la technique en elle-même. Alors, ce que vous voyez ici, donc, ça c'est une femme qu'on a pris en dehors de la grossesse, et ça c'est une femme au 3e trimestre. Ce que vous voyez ici, c'est dans l'espace péridural,
la présence des vaisseaux. Donc les veines en fin de grossesse sont dilatées. Utérus gravier, de compression orthocave, et on a une dilatation des veines péridurales. Donc quand vous ponctionnez une femme enceinte, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un retour de sang dans le cathé. Comment on peut faire pour réduire l'incidence du retour de sang dans le cathé? C'est tellement envie de la café, ça n'a pas sorti. Donc vous faites votre péri. Si jamais vous avez un problème de sang, mettez-la en DLG. On s'en fout. Mettez-la sur le côté. D'accord? Position latérale et piquée. Dès que vous la mettez en position latérale, les veines seront drainées, vous aurez beaucoup moins de chances de ponctionner un vaisseau. Parce qu'il y a des femmes, il n'y a rien à faire. Pour piquer, il y a du sang. Ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive. Il y en a qui ont vraiment un espace péridural qui est gorgé. Lorsque vous êtes au beau milieu, bien aligné, vous n'avez pas ce problème. Hein. D'accord? Les veines sont plutôt sur les côtés. Mais il y a des fois, il n'y a rien à faire. Vous piquez du sang, allongez-les, refaites votre péri, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de problèmes de retour de sang. Orientation de l'aiguille, alors tout a été essayé. Hein. L'aiguille vers le haut, vers le côté, vers le bas. On l'a retenu vers le haut parce qu'à la progression du cathé, on a beaucoup moins d'incidents, on a beaucoup moins de difficultés à faire avancer le cathé. Généralement, le cathé, on laisse 3 cm dans l'espace. Il ne faut pas laisser moins au début. Parce que les femmes enceintes, beaucoup ont pris du poids, beaucoup ont de l'œdème. Et lorsqu'on a un BMI qui est important, entre cette position où vous pouvez palper les vertèbres et cette position où vous ne pouvez plus les palper, il y a la distance peau-espace péridural peut varier jusqu'à 5 cm quand le BMI est supérieur à 35. Donc là, entre la peau et l'espace péridural, je suis en train de comprimer les tissus. Quand je fais ça, je suis en train de, comme un accordéon, de les décomprimer. Donc si vous laissez dans cette position moins de 3 cm, la femme elle fait ça, elle s'est fixée à la peau, ça risque de sortir. Donc laissez quand même minimum 3 cm dans l'espace péridural. Alors ça relève de l'histoire, mais ça vous donne une idée, c'est important. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour rechercher la perte de résistance après ligament jaune? On met de la flotte, on met du sérum. On peut ne pas mettre du sérum, on peut mettre de l'air. Il y a des gens qui ont appris avec l'air. Et ça fonctionne aussi bien, ça dépend avec quoi vous avez été formé. L'air c'est pratique parce qu'il n'y a pas à manipuler 36 trucs, je remplis, machin. Prenez la seringue, vous cherchez papa. Dès que vous arrivez, quand vous envoyez ça passe, vous êtes dans l'espace péridural. Le problème il est où? Dans le 1% de brèche durmérienne, d'accord, vous allez avoir un passage d'air dans le cerveau, dans le LCR, et ça donne des pneumoncéphalies. Donc ça c'est de l'air qui est passé dans un cerveau après repérage par quelqu'un qui s'entraînait. Du coup, mettez du sérum. C'est pas plus efficace, mais c'est plus sûr. Ouais. La dose test. La dose test est controversée chez la femme enceinte. Perso, je ne mets jamais une dose test à la xylo adorée, tout simplement parce que la dose test elle est faite pour quoi? Détecter les passages vasculaires et détecter le passage intratécal. Ça ne m'intéresse pas de mettre de la xylo, parce que quand je mets 3 cc de xylo en péridurale, même si je suis en péridurale, la marche elle va être handicapée. Quand elle va se lever, quand elle va mettre le pied au sol, elle risque d'avoir le psoas qui est bloqué. Si je suis en L3, je vais bloquer la racine L3. L3 c'est les fléchisseurs de la hanche, donc pour la marche, elle sera handicapée pour la marche. Pendant 1 heure. Moi je veux qu'elle se lève, qu'elle aille faire pipi, qu'elle soit autonome, qu'elle aille manger, etc. D'accord? Je dois que la dame elle soit autonome pendant son travail qui va durer très probablement. Donc, si je suis dans le LCR, c'est la catastrophe parce que je vais avoir un bloc moteur direct. Si je ne suis pas dans le LCR, c'est quand même embêtant. Pour le passage vasculaire, il y a des variations de la fréquence cardiaque qui viennent avec les contractions, donc c'est compliqué de savoir est-ce que c'est la contraction ou est-ce que c'est l'adré qui est à l'origine de cette variation. Donc, et pour détecter un passage de la xylo en IV, 3 cc c'est rien. Le goût métallique dans la bouche, machin, elle ne va pas le sentir. Cliniquement, ce n'est pas significatif. Donc la dose test chez la femme enceinte ne permet pas réellement de détecter un passage intratécal ou vasculaire. Et même si elle le permet, ça va m'embêter pour le reste de mon travail. D'accord? Donc pas de dose test. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fragmente le bolus initial. D'accord? On met une petite dose, genre 5 mg. 5 mg, c'est que dalle en péridurale. On met 5 mg, on se donne 2-3 minutes. S'il n'y a pas de bloc moteur, donc il n'y a pas de passage intratécal et on continue d'injecter, on aspire pour voir s'il n'y a pas un passage musculaire, etc. On fragmente le bolus initial plutôt que de ramener de la xyloadrénaline. Alors maintenant, une fois que on a eu la perte de résistance, à l'époque ce qu'on faisait, on rajoutait du sérum pour dilater l'espace, pour que le cathé avance bien.
c'est pas intéressant d'envoyer plus de 20 cc parce qu'il y a tellement de flotte que quand vous envoyez votre drogue, elle sera diluée. Elle sera diluée, c'est pas intéressant. Et si vous ne mettez rien, vous augmentez les chances d'avoir un retour de sang dans le caté. D'accord? Donc mettez juste ce qu'il y a dans la soirée. On a bien fait de l'attention. Qualité Ramsey 3. Alors, fixation du caté. Ce que je vous disais tout à l'heure, que le caté risque de sortir sans fixe à la peau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met le caté, on demande à la dame de se détendre. Donc là, il y aura du jeu, et là, on fixe à la peau. Ok? On pose le caté, on lui demande de se détendre, on ne fixe pas, et ensuite on fixe. Compris? Ça va éviter de fixer à la peau et de tirer le caté à l'extérieur de l'espace périnéal. Alors ça, ce principe-là pour moi c'est le plus important. Faible concentration, grand volume. Si vous allez mettre 20 mg de bupier dans l'espace péridural, ne les mettez pas en 12 à 15 cc. Mettez-les en 25 à 30 cc. D'accord? Privilégiez les grands volumes. Pourquoi? Comment on échoue lorsqu'on fait une péri? Mettez votre péri, donc la dame elle commence à contracter, elle a mal, 8 sur 10, nada, bon. On fait notre première injection, en titre, on met 15 à 20 cc par exemple. On revient lui parler, tout va bien, tout va bien, tout va bien, ok. Au bout d'un moment, elle commence à avoir mal en bas. Si la dame elle a mal à un endroit précis, ce n'est pas un problème de puissance de votre analgésie. La puissance de l'analgésie n'est déterminée que par la concentration. La puissance du bloc n'est définie que par la concentration. Aux plus faibles concentrations, on ne bloque pas le nerf moteur. Aux plus fortes concentrations, on bloque le nerf moteur. D'accord? Si vous prenez les nerfs du corps humain, vous les mettez dans un bol de sérum salé et vous augmentez les concentrations de façon progressive, les premières fibres à être bloquées, c'est les fibres non myélinisées, très grêles, c'est les fibres sympathiques. D'accord? Ensuite, vous augmentez un peu la concentration, vous allez bloquer les fibres C, les fibres de la nociception, celles qui m'intéressent. Quand vous augmentez encore la concentration, vous allez commencer à bloquer la thermoalgésie. C'est des fibres qui sont déjà un peu plus épaisses, qui résistent un peu mieux à la drogue. Okay? Et aux fortes concentrations, le motoneurone alpha, qui est myélinisé, etc., là, il sera bloqué aux fortes concentrations. Donc nous, on cherche un bloc différentiel, on ne cherche pas à bloquer le nerf moteur, on veut des concentrations qui sont faibles, et parfois très faibles, ça suffit amplement pour ramener le VA à un moment où la patiente, elle se sent à l'aise. Si vous avez un point douloureux, parfois elle me dit j'ai mal à l'anus, j'ai mal vraiment en bas du ventre, c'est que je ne suis pas allé recruter ce territoire-là. Donc j'ai pêché par quoi? J'ai pêché par le volume et non pas par la concentration. Donc quand j'injecte bolus, ça veut dire recruter des métamères. Bolus, recruter des métamères. Quand je recrute un métamère, quelle est la puissance de mon bloc? Ça dépend de la concentration. Est-ce que la quantité en milligrammes de bupi importe? Non. Elle n'importe que pour ne pas dépasser le seuil toxique. Vous mettez une limite supérieure, ça dépend des sociétés savantes. Une limite supérieure ne pas dépasser. Quand vous diluez, vous avez beaucoup de volume, et là vous pourrez ne pas pêcher par volume. Ce qui rate dans la péridurale, c'est les territoires non recrutés. Ce n'est pas la douleur qui est perçue partout et qui n'est pas suffisamment couverte. C'est rare d'avoir une dame qui était à 8 sur 10, vous revenez de collègue, ça va un peu mieux, mais je suis à 6 sur 10. Là, vous devez augmenter votre concentration. Mais partout, ce n'est pas un point. Elle a mal là, elle a mal partout. Si elle a mal partout, de la même façon, ça va un peu mieux sous péridurale, mais pas tellement, c'est un problème de concentration. Là, vous augmentez la puissance de votre bloc. Ok? Si elle a mal à un endroit donné, vous augmentez votre volume. Compris? Volume, c'est-à-dire territoire, concentration, puissance du bloc. Donc, petite concentration, grand volume. Ok? Alors, en cas de bloc unilatéral, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une péri, vous injectez, elle a mal là. Faites quoi? La position est indépendante, vous n'êtes pas dans l'espace intratécal. Changer la position de la parturiente ne va rien changer. Elle peut faire le poirier, c'est la même chose. C'est pas comme quand on injecte en intratécal. En intratécal, la baricité de la bupivacaïne ou de ce que vous mettez dedans joue un rôle. Quand elle est hyperbare, elle va aller avec la gravité, donc quand je la bouge, je peux changer un petit peu la diffusion. Et quand elle est hypobare, elle va aller contre gravité, donc je peux m'amuser en repositionnant le patient. Mais en
Péridurale, non, j'injecte dans de la graisse. Volume. J'augmente le volume. Donc, je peux mettre un bolus de 5 cc et voir si ça se bilatéralise, parce que généralement, c'est une diffusion qui n'arrive pas à aller de l'autre côté. Sinon, ça veut dire que mon KT est tellement monté, il monte, je pousse, il prend une direction et il va se latéraliser. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève le sparadrap, je retire de 0,5 ou de 1 cm en faisant attention à ne pas trop retirer, en espérant que ça ne va pas sortir de l'espace péridural jusqu'à les fesses, et je remets mon sparadrap. Ne le faites pas en première intention. Augmentez d'abord le volume, essayez de bilatéraliser le machin. Ça fonctionne tant mieux, ça ne fonctionne pas, retirez et remettez un bolus de 5 à 10. Clair? Alors, est-ce que les morphiniques, ça joue? Pour donner grosso modo un repère, si vous travaillez avec du 0,6 mg par cc pour la bupivacaïne et que vous rajoutez des morphiniques, c'est comme si vous bossiez avec du 1 mg par cc pour la bupivacaïne. Si vous prenez 1 mg cc de bupi et que vous rajoutez des morphiniques, c'est comme si vous bossiez avec 1,25 mg. Les morphiniques permettent de travailler avec des concentrations plus basses. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? En chirurgie, oui, parce que je bosse avec du 2,5, 2,5 mg par cc pendant 16 heures. Vous mettez les sabres, vous les préparez, après une colectomie sur une xiphopubienne, vous mettez vos sapes et vous couvrez 16 heures. Au bout d'un moment, vous voyez que vous avez mis 4 flacons de bupi, vous dites c'est un peu too much. Donc pour réduire ma concentration et être toujours efficace, je vais mettre des morphiniques et travailler par exemple avec 1,25 ou 1,5. Ça c'est chez le post-opéré. Hein. Mais chez la femme enceinte, c'est quand même compliqué d'atteindre la dose toxique. Ok? Parce que vous diluez tellement, avec du 0,6, du 1, c'est rare d'avoir besoin de morphinique pour faire une épargne d'anesthésique locale. Sans oublier que les morphiniques, c'est le globe vésical, j'ai envie qu'elle pisse, c'est les nausées vomissements, déjà qu'elle a un estomac qui est comme ça lui avoir envie de vomir. Donc si vous vous en mettez-en peut-être à l'induction, pour la calmer rapidement, calmer la douleur rapidement, pour la recruter avec vous, pour qu'elle vous fasse confiance, pour qu'il y ait une bonne boucle de feedback. Parce que quand est-ce que je réinjecte et qu'est-ce que je réinjecte, ça dépend de ce qu'elle me dit la bonne fois. D'accord? Donc peut-être à l'induction, mettez un peu de morphinique, 2 à 5 gamma par cc, pas plus. Hein. 2 gamma par cc de Fanta, c'est déjà pas mal. D'accord? Au bolus d'induction. Vous n'êtes pas obligé d'entretenir ça a posteriori. Il y a peu d'intérêt à le faire. Sauf si vous êtes sur du 1,25, la dame elle résiste, elle vous dit j'ai mal, vous avez donné beaucoup de volume, vous rajoutez le morphinique pour ne pas aller sur des concentrations plus élevées. Alors, cette histoire de PRHI combinée. La PRHI combinée, on se dit elle est à 4, 5, il ne reste pas beaucoup. Si je fais une rachie, ensuite je mets la péri, les 15 minutes, 20 minutes d'installation de la péri, je vais les gagner, comme ça je vais la soulager tout de suite. Vous n'êtes pas obligé d'injecter en intratécal. Si vous créez une brèche durmérienne qui a une taille 25 gauge et les aiguilles de rachis qui rentrent dans le caté de péri pour la combiner, ils font 25 gauges. C'est une brèche durmérienne tellement significative que par elle-même, cette brèche-là, elle va accélérer l'installation de la péri, améliorer la diffusion de la pupille, de votre bloc, d'accord? Elle se sacralisera mieux et donnera un bloc plus puissant. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une PRHI combinée en injectant dans la rachis, donc les 2,5. Ouais, je vais mettre 2,5 en rachis, le reste en péri. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 2,5 en rachis. Rien que faire le trou, avoir un retour de LCR, vous retirez l'aiguille, vous utilisez que le caté de péridurale, votre diffusion, elle se fera mieux que la péri sans ponction d'urbaine. D'accord? Elle s'installe plus vite, bloc plus puissant, meilleure diffusion sacrée. Pour vous dire, faites-le vite. Perte de résistance, vous piquez, vous montez votre caté et vous fixez. Ne donnez pas le temps à la prochaine contraction de venir, ou à la dame de faire un choc vagal, pendant 10 minutes, automatiquement j'injecte, je prépare, manipulation, etc. Alors, la difficulté number one, c'est le caté qui monte pas. Okay. Le retour de sang peut être problématique. L'injection vasculaire peut être problématique, c'est très rare. Les lombalgies ne sont pas si rares que ça. D'accord? Ne sont pas si rares que ça, vous allez en trouver. Les péridurales inefficaces, analgésie insuffisante, sont légion lorsqu'on utilise des petits volumes ou lorsqu'on précalcule le volume. Si vous calculez le volume avant, c'est-à-dire que vous mettez une limite supérieure que le mettre dans la péridurale, vous vous préparez à l'échec de votre péridurale. Parce que vous prenez deux bonnes femmes, le même âge, le même poids,
la même taille, elles épousent le même bonhomme, elles tombent enceintes le même jour, elles accouchent le même jour, vous aurez de la variabilité sur la diffusion dans l'espace péridural entre les deux. Les mêmes paramètres anthropométriques ne donneront pas nécessairement les mêmes besoins en termes de volume. Donc si vous prenez une formule qui vous dit nombre de métamères plus 0,1 fois le nombre de métamères fois le nombre de tranches de section de 5 cm au-dessus d'un mètre 50, et ça vous donne un volume à injecter au maximum, c'est très bien chez le malade qui est comateux, sous anesthésie générale, parce qu'il n'y a pas de VA. Perdez le monitoring. Mais chez quelqu'un qui est éveillé, vous vous orientez toujours avec ce que la personne vous dit. Elle vous dit « j'ai pas mal ». Votre concentration est efficace, votre volume est efficace. Donc vous êtes dans une logique d'entretien. Je mets 5 cc toutes les 45 minutes. Elle vous dit « j'ai mal ». Vous avez mal où? Partout. Kiff kiff, oui, le caté n'est pas en place. Refaites-le, c'est pas la peine. Elle vous dit « j'ai mal ». Où? Partout. Kiff kiff, non, quand même un peu mieux, j'étais à 10. Vous voyez, hein, la personne qui était par terre en train de pleurer et la personne qui est là, c'est pas la même chose. Vous êtes dans l'espace et votre concentration est inefficace, insuffisante. Vous la voyez, elle a mal, mais elle a mal, elle a un endroit fixe. Ça, c'est votre volume qui fait défaut. Donc, vous mettez des bolus de 5 à 10 jusqu'à couvrir. À chaque fois que vous prenez une décision, elle est en extemporanée. Je ne sais pas si je vais injecter du 0,6, du 1 ou du 1,25. Si la dame, je vais lui parler, elle me dit « j'ai mis 1 avec morphinique, je vais enlever les morphiniques, je sais que cette concentration est trop élevée. J'ai déjà des paresthésies. J'ai déjà une difficulté à la marche. Quand elle marche, elle a l'impression de poser le pied sur du coton. Elle perd la proprioception. Elle n'arrive plus à marcher. Elle rentre en marchant, elle sort avec une chaise boulante. C'est pas normal. D'accord? Je diminue ma concentration. Et si elle a mal à un endroit et qu'elle me donne les deux, je diminue ma concentration et j'augmente mon volume. Je vais donner, au lieu du 1, je vais donner du 0,6 et je vais donner 10 cc supplémentaires pour aller chercher ce territoire-là qui est en train de m'échapper. Donc à chaque fois que vous allez voir la femme au cours de son accouchement, vous la voyez de loin, quelle est son attitude? Est-ce que c'est quelqu'un qui a mal ou pas? Si elle n'a pas mal, vous êtes dans une logique d'entretien. Si elle a mal, vous êtes dans une logique d'induction. Quand j'ai mal quelque part, je vais induire le métamère en question. Je ne suis plus dans une logique d'entretien. Donc si vous calculez que ça vous fait 18 cc, vous êtes à 18 cc et elle a mal là, mais il faut donner, il faut rajouter. Vous calculez ces 18 cc, vous arrivez à 15 cc, la dame elle est satisfaite. Vous ne rajoutez pas. D'accord? Titrez à chaque fois le volume que vous donnez et titrez la concentration que vous donnez. Ok? Donc les protocoles, faites super gaffe aux protocoles. Les protocoles, c'est bien comme un point de repère, mais votre communication avec la parturiente est ce qu'il y a de plus important. Moi, ce que je fais, de 1, on n'attend pas les 3 cm de dilatation. On n'attend pas les 3 cm de dilatation. Quand est-ce qu'on met la péridurale? Quand la dame elle a mal. Notre objectif, c'est de couvrir la douleur. Quand la dame elle a des contractions, quand elle a mal, on la soulage. On ne lui donne pas 6 heures à attendre les 3 cm. Ça, c'est une attitude qui existait à l'époque, qui est obsolète. Pourquoi elle existait à l'époque? On disait que avant 3 cm, quand on met un cathéter, ça va prolonger le travail. Non. Ce que fait la péridurale en enlevant la douleur, c'est qu'elle va inhiber un réflexe de pousser. La dame, au début des contractions, sans s'en rendre compte, elle va pousser. Si vous lui expliquez, madame, mais quand vous avez une contraction, elle n'est pas douloureuse, mais elle sait qu'elle est là. Imaginez-vous sur la table. Elle va pousser par elle-même, elle va elle-même permettre au col de s'ouvrir. Il faut qu'elle commence dès le début à se coordonner, à savoir respirer, à se préparer et à pousser. D'accord? Si vous lui dites ça, vous repassez 10 minutes plus tard. Ça va madame? Et on a ça va avec les contractions. Et elle est au cas. Moi je vais pousser. Vous lui reparlez, vous lui redites pour qu'elle comprenne l'intérêt de la chose. Établissez une communication de qualité avec la parturiente. Il n'y a pas de pilotage automatique pour une péri.
D'accord? Donc vous n'avez pas à attendre 3 cm, sous condition d'avoir une dame avec qui vous pouvez bien interagir pour qu'elle puisse se préparer à l'accouchement. En 2 heures, elle va accoucher. D'accord? Quand on met une péri sur une dystocie de démarrage, le col, il s'ouvre. Elle peut rester pendant des heures. Dès que vous mettez votre péri, vous allez accélérer le mouvement. D'accord? La péridurale accélère les choses, pas le contraire. Lorsqu'elle est bien faite et lorsque la parturiente se met à bien respirer, à pousser. Ok? Ensuite, donc, vous mettez votre cathé, vous l'avez placé, elle n'est pas encore à 3 cm. Vous faites votre induction, vous mettez 5 cc par exemple, il n'y a pas de bloc moteur. Vous continuez votre induction, vous mettez 15 à 20 cc, généralement j'arrive à 20. Ensuite, on se prend un quart d'heure, 20 minutes, on va prendre un café, on fait autre chose, on l'oublie. Parce que c'est très difficile pour le moral de lui dire « Madame, la prochaine, c'est l'âge. » Et la prochaine, elle va la sentir parce qu'il faut le temps d'installation. Madame, la contraction légère, c'est l'âge. Si, elle va la sentir. Donc, vous mettez vos 15 à 20 cc pour l'induction en général. Vous revenez 20 minutes plus tard et vous évaluez qu'est-ce que cette induction a fait. Si l'induction a été suffisante, elle vous dit EVA 0. Je suis allé trop loin dans la concentration. Donc je vais entretenir des bolus de 5 chaque demi-heure, 3 quarts d'heure, avec une concentration moindre. Si elle vous dit mais ça va, je suis à 3, 4, une EVA où la douleur elle est tolérable. Je suis exactement là où je veux, à la concentration que je veux. Elle sent un peu les contractions, elle les identifie, mais elle n'a pas mal. Je vais entretenir, donc logique d'entretien, bolus de 5 chaque demi-heure, 3 quarts d'heure, avec la même concentration. Si elle me dit j'ai mal partout, de la même façon, je refais le cathé, mal partout, mais mieux, j'augmente ma concentration. Si elle me dit j'ai mal à un endroit donné, je garde la même concentration et je vais donner 5, 10, 15, 20 jusqu'à couvrir le métamère qui m'intéresse. Ma seule limite, c'est la dose toxique. Je n'ai pas de limite de volume. S'il faut 110 cc, parce que c'est une girafe, s'il faut 110 cc, ça sera 110 cc. D'accord? Et je suis encore loin de mes 175 mg qui sont recommandés par la National Health Service. Les Anglais ont mis directement la bupivacaïne, on ne voit rien du tout. La bupivacaïne, c'est 175 mg lorsqu'il n'y a pas d'adrénaline. Avec l'adrénaline, on peut monter jusqu'à 200 et quelques. Je pourrais vous filer le plan si vous voulez, mais que ce ne soit pas plus intéressant que ça. D'accord? Donc même si vous y allez avec 110 cc, comme un ouf, vous n'allez pas atteindre votre dose toxique. Donc mettre à bouche. D'accord? C'est des concentrations extrêmement faibles et des volumes élevés qui vont vous donner un recouvrement. Vous allez éviter les périodes damiers, vous allez éviter beaucoup de difficultés ensuite pendant l'accouchement. Alors, on a dit, vous commencez, donc vous avez évalué. Ensuite, au bout de 2-3 heures, ça avance bien. Et là, la gynécologue, elle vous dit, on est à 5 cm. On est à 5 cm. Là, le profil de la parturiente, il peut être. Et c'est là que l'échec à la péridurale, il commence à se faire sentir. Si jusqu'à maintenant, vous avez été efficace et vous êtes contente, ou la dame est extrêmement basse, ou agitée, etc. Maintenant, on va rentrer dans un autre délire, ça va être la deuxième phase du travail. À la deuxième phase du travail, tout est à refaire. C'est peut-être pas la même concentration qu'il va falloir. Peut-être que maintenant, elle aura plus mal. Peut-être que maintenant qu'elle n'a pas mal, la perte de symptômes, ils l'ont accélérée. Je l'ai vu ça. La dame, dès qu'elle va mieux, elle n'a pas vraiment de douleur, ils ajoutent du symptôme, d'accord, pour accélérer les choses. Peut-être que maintenant, miracle, ça a été tellement efficace avant qu'elle n'est plus anxieuse, elle n'est plus stressée, elle n'est plus agitée, elle s'est déjà entraînée à respirer, elle s'est déjà projetée sur la table depuis 2-3 heures, et il lui faudra peut-être des concentrations moindres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut couvrir les territoires sacrés. Donc, si je les couvrais jusqu'à maintenant, je continue à entretenir. Si je ne les couvre pas, commence à sentir une tension au niveau du rectum, une tension en bas, je vais augmenter, je vais faire une induction à 5 cm. Une induction péridurale. 10, 15, 20 cc si nécessaire. Je vais aller chercher mon S2, mon S3, mon S4, mes racines en bas pour couvrir l'épisio avant d'arriver à l'accouchement. Si vous arrivez à l'accouchement et que vous ne l'avez pas couvert, c'est foutu. Et de grâce, ne me mettez pas de xylocaïne pour de l'analgésie obstétricale. C'est de l'analgésie, vous mettez une drogue d'analgésie. Quelles sont les drogues d'analgésie? C'est la ropivacaïne en dessous de 5 mg par cc, c'est la bupivacaïne en dessous de 3,5 mg par cc, c'est la lévobupie éventuellement à de faibles concentrations, mais nullement la xylo, nullement la bupi pure, nullement la ropivacaïne au-dessus de 5 mg par cc.
Pourquoi on met la lidocaïne en fin de travail, oui, même lui la xylo, pour couvrir l'accouchement. Les 3 à 5 cc que vous avez mis en L3, ils ne vont pas nager jusqu'à S4 pour le bloquer. Comprenez? Lorsque vous mettez de la xylocaïne en péridurale, en L2, la xylo, elle ne va pas descendre par je ne sais quel miracle dans la graisse péridurale jusqu'à S3, S4 pour couvrir l'épisio. Ça n'existe pas. Vous avez mis 5 cc d'une solution et ça va mieux couvrir en général. C'est tout. Mettez de la pupille. Parce que la xylo en question, tout ce qu'elle va faire, c'est un bloc. La dame ne pourra plus bouger les jambes, ne pourra plus pousser. C'est de l'hypotension, c'est un bloc sympathique. Vous faites une anesthésie, une vraie anesthésie avec la xylo. D'accord? Donc elle doit être monitorée. Vous devez avoir tout ce qu'il faut à côté. Là, on est en train de parler, vous êtes dans une maternité, vous êtes sur une table d'accouchement, vous n'avez pas nécessairement tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas au bloc opératoire. Gardez la xylopéridurale, l'anesthésie péridurale pour les gestes anesthésiques. Ils vont mettre forceps, appliquer les forceps, ils vont convertir en un truc, vous avez besoin d'une anesthésie, vous assumez, je vais faire une anesthésie, je mets de la xylo et je couvre tous les territoires. Je mets une vraie induction à la xylocaïne, je la bloque entièrement, je gère mon bloc sympathique, etc. On assume que c'est un geste anesthésique pour un geste chirurgical. Mais si on est juste sur un accouchement, vous vous contentez des drogues analgésiques. Ok? Quand je mets de la xylo dans L2, L3, je ne peux pas bloquer S4 avec 3, 5 cc. C'est logique ou pas? Et je dois anticiper à 5 cm les territoires sacrés. Même si je fais de la à la vulve, on n'a pas couvert. La dame, elle était en train de travailler, elle arrive peut-être à la vulve, elle commence à gueuler. La péridurale, l'arachis ça couvre. Oui, l'arachis ça couvre parce que l'arachis ça dissèque. Tout ce qui est en bas, ça coupe. Tout ce qui est en bas est couvert. La péri, elle est en suspension. Vous avez un niveau supérieur, vous avez un niveau inférieur. L'arachis, non, vous avez un niveau et tout ce qui est en bas est pris. Après, ils vont vous dire non, la péridurale c'est pas bien, ça c'est pas efficace. La péri, ça donne pas. Je peux faire l'arachis. Je peux faire l'arachis. Parce que les péris sont mal foutus. Parce que vous mettez 12 cc, la formule elle m'a donné 12 cc, et j'entretiens 12 cc avec 5 cc chaque 45 minutes, et sur la table, au moment d'accoucher, vous avez un territoire get Bagdad qui vous échappe. Donc, arrivé à la deuxième phase du travail, nouvelle induction, s'assurer que les territoires sacrés ont été couverts, pour ne pas se retrouver à 8 ou 9 cm à rattraper l'irrattrapable. Maintenant, pour le protocole, c'est simple. Chaque demi-heure, 3 quarts d'heure, je vais parler avec la malade. Selon ce qu'elle me dit, je titre et ma concentration et mon volume. Je ne peux pas me tromper. Vous n'en aurez pas une qui va coucher avec la douleur. Vous n'aurez pas un échec. Si vous lui donnez sa dose et que vous la laissez, vous allez avoir de l'échec. Vous allez surdoser et vous allez sous-doser, surtout sous-doser. Donc, est-ce que la péri augmente l'incidence des césariennes? Non. Non, c'est pas vrai. Pourquoi on a retrouvé dans certaines études qu'elles augmentent l'incidence des césariennes? Je pense ça a été trop fort et ça bloque le... Non. Début de garde. T'es réanimateur de garde dans une maternité. Dis que la GG. Écoute, Hadia est diabétique macrosome, Hadia c'est une GG, Hadia elle a tel ou tel problème, cardiopathe, etc. Elles ont toutes des risques de conversion en césarienne. Je vais dire classe. Pour faciliter les choses, je mets mon cathéter péri. Elles ont accouché, elles n'ont pas accouché, même un code rouge, je mets de la xylo. Le temps que le bloc opératoire, vous insistez. Tu te couvres. Avec un cathéter péri, tu as accès à l'espace péridural, tu as accès à l'anesthésie. Mais si tu la laisses à la malle, et si tu convertis, tu risques d'intuber, tu risques de machin parce que tu n'es pas à l'aise. Donc il y a un biais de recrutement. Quand tu fais une étude, ça s'appelle un biais de recrutement. Si tu places des cathéters péri préférentiellement chez les malades à risque, effectivement, tu auras plus de césariennes dans cette population. Mais en soi, la péridurale n'augmente pas le risque de césarienne, c'est clair? Est-ce que quand on est sous péridurale, on ne peut pas déambuler? Il n'y a pas de bloc compteur, non? Pourquoi il y a des études qui ont montré que les femmes étaient alitées après une péridurale? Dans les années 80, la matière dont les cathéters péridurales sont faits n'étaient pas les mêmes, ils étaient rigides. Les mecs, ils y allaient avec 2,5 mg par cc. Je connais un réanimateur qui cherche la perte de résistance avec de la bupi 2,5. Il y a des oufs. D'accord? Donc évidemment qu'elle ne va pas permettre la déambulation si vous allez sur des concentrations élevées. Il y a des mecs qui mettent la xylo.
Anna, j'ai vécu, la dame, elle n'est pas encore sur la table, elle a mal, il a donné sa dose, tu vas avoir la BPI, l'axilo, elle est plus. Ne permet pas la déambulation. Donc ça dépend comment c'est fait. Si vous le faites avec des concentrations faibles et des volumes élevés, vous n'aurez pas de problème de la déambulation. Est-ce que la péri retentit sur le fœtus? Un passage très minime des drogues, d'autant plus qu'on utilise des concentrations minimes. Donc, Péridurale, analgésie efficace, moins de stress maternel, moins de catécholamine circulante, moins de vasoconstriction localisée au niveau du placenta, meilleure perfusion placentaire, meilleures conditions d'accouchement pour le bébé, moins de souffrance fœtale aiguë. Donc oui, la péridurale retentit, mais positivement sur le fœtus. Est-ce qu'elle augmente l'incidence des manœuvres instrumentales? L'idée de la péridurale, truche forceps. Là, on l'a vu. Personnellement, je la péri, mais garde du forceps. Est-ce que la péri augmente l'incidence des manœuvres instrumentales? Regardez, c'est une étude. Ils ont pris un CHU. Et les internes en première année, les gynécologues, qui ont fait les forceps, parce que ça faisait partie de leur programme. Du coup, le ménime de c'est plus facile quand la dame elle a pas mal. Ah ouais, tu fais, elle est soupirée. Tu places la cuillère, nanana, et tu fais sortir. Très, mais quand tu enseignes à quelqu'un, où la dame est en train de gueuler, de donner des coups de pied, de machin, non, et le stress, et l'aîné fait le geste. Donc, dans les études qui ont été faites dans des CHE, ils ont vu plus de manœuvres instrumentales parce qu'il y avait un contexte de formation. Quand tu le fais dans un contexte normal, non, ça n'augmente pas l'incidence des manœuvres instrumentales, la péridurale. D'accord? Donc faites très attention à ça, parce qu'il y a ces réputations qui datent des années 80 là, qu'on continue encore à garder. La péridurale, c'est efficace pour le travail et pas pour l'accouchement en lui-même. Ce n'est vrai que si votre volume est faible et que vous n'avez pas anticipé l'accouchement à 5 cm de dilatation, si vous continuez à entretenir un territoire lombaire de A à Z, non, c'est bon. Allez, vous 25 cc. Vous 25 cc, j'entretiens, tu mets une sape. Tu mets la sape. Quelle est la vitesse de la sape? 8 à 16. Du simple au double. 8 à 16 cc heure. Qu'est-ce que vous voulez entretenir 8 à 16 cc heure? Il y a beaucoup de variabilité interindividuelle. Tu ne peux pas avoir une vitesse de la sape qui est universelle. Ce qu'on peut faire, c'est une sape à très faible vitesse et des bolus de sauvetage. Et encore, on s'est rendu compte que les bolus avaient une meilleure couverture que la sape. On a longtemps cru que la sape était meilleure. Pourquoi? Quand tu injectes en péridurale, tu vas recruter des métamères. Ensuite, la vascularisation péridurale va absorber la drogue. Elle va absorber la drogue, tu vas perdre des métamères, tu vas perdre du recrutement. Donc le bolus, je recrute de nouveaux métamères. La sape, je vais compenser ça. Donc la sape, c'est pour bloquer le nombre de métamères que j'ai induit. On pensait que c'était, on a longtemps réfléchi comme ça. Tu mets un bolus, ça recrute des métamères, et quand tu perds, tu rajoutes des bolus pour l'entretien, ou tu mets une sape. Si la sape elle est à bonne vitesse, tu vas maintenir. Si la sape est trop lente, tu vas perdre, mais beaucoup plus lentement. Et si la sape est trop rapide, tu vas gagner, mais très lentement. Ok? En réalité, non, les bolus ça donne très bien et ça donne de meilleures conditions pour l'accouchement. Des études sont récentes dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, etc. Donc, voilà. Mettez des bolus, ça sera très bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une sape pour faire de l'accouchement sans douleur. Il y en a qui pensent. D'accord, c'est pas vrai. Bien. Conclusion, bon, on a fait le tour. Donc, take home message. L'accouchement, ça fait mal. Prenez le problème à bras le corps. C'est le cœur de la spécialité, c'est votre identité. Nous sommes les seuls spécialistes qui mettons des péridurales. Nous sommes les seuls spécialistes qui monitorons la douleur. Nous sommes les seuls spécialistes qui maîtrisons les drogues locales et qui maîtrisons les morphiniques. Il n'y a personne d'autre qui s'intéresse à la douleur à part nous. Donc c'est très bien de savoir interpréter des ECG dans des situations particulières, et c'est très bien de savoir faire des dialyses, et ça c'est très frontalier avec d'autres spécialités. L'ALR, la péri, la ventilation artificielle, la gestion des drogues, c'est notre identité. Quand tu vas acheter du pain, c'est médecin, docteur, anesthésiste qui va acheter du pain. Et qui te détermine en tant que médecin anesthésiste, c'est la gestion de l'anesthésie, c'est ça. Vous ne savez pas faire de péri, vous n'avez pas le droit de faire un refus d'obstacle. Vous avez le droit de dire, ouais, les antibiotiques
vite fait. Mais vous n'avez pas le droit de dire la péridurale, non, je préfère faire une rachis, c'est bon. C'est vous. Vous êtes obligé d'apprendre à le faire et de le maîtriser. D'accord? C'est capital, c'est ce que nous sommes. Maintenant, pour la gestion de la péridurale, je vous ai dit comment on place, badigeonnez, mettez de l'axilo pour la peau. Ensuite, quand vous piquez avec votre touille, d'accord, avec l'aiguille de la péridurale, ne cherchez pas à la perte de résistance. Vous n'avez pas de résistance dans l'interépineux. Vous n'avez pas de résistance en sous-cutané dans la graisse. Vous n'avez pas de résistance sus-épineux. De la région gare, vous pouvez injecter du sérum salé. Vous pouvez vider votre mandrin de sérum salé, votre seringue de sérum salé, avant d'arriver au ligament jaune. Le ligamentum flavum. Le ligament jaune, lorsque vous êtes dedans, vous injectez HEP. Lorsque vous utilisez la seringue LOR, loss of resistance, celle qui est fournie dans le kit. Utilisez les seringues fournies dans le kit. Moi, quand j'étais en première année, ils me disaient « Non, mais les seringues fournies dans le kit, ça va trop facilement. Utilisez une seringue normale de 20 cc. Comme ça, tu vas bien sentir la résistance. Tu vas bien sentir la résistance dans l'interépineux. » Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas ça que je cherche. Quand vous piquez, vous enlevez le truc rose à l'intérieur, vous avancez en envoyant du sérum salé. Si votre doigt peut pousser le sérum, ne poussez pas. Avancez. Quand vous êtes dans le ligament jaune, vous allez sentir un petit craquement. Et quand vous envoyez une résistance franche, c'est là que je me pose, je suis dans le ligament jaune, et je vais maintenir une pression positive et avancer millimètre par millimètre jusqu'à avoir cette perte de résistance-là, où je suis assuré d'être dans l'espace péridural. D'accord? Donc, ne cherchez pas la perte de résistance dès la ponction, sinon vous allez avoir des fausses pertes de résistance dans l'interépineux, vous allez avoir l'impression que « Ah, ça va mieux. C'est tard. Psychothérapie. Ça sent le vécu. Et quand vous êtes dans le ligament jaune, oubliez-la. Maintenez une pression positive et avancez millimètre par seconde. Comment c'est qu'on est arrivé au ligament jaune, justement? Tu auras la résistance. Tu cherches la résistance. Avec l'aiguille de... Quand tu as l'aiguille de sérum et que tu pousses avec le pouce et tu vois que le piston, il peut avancer. Tu peux avancer. N'avance pas. Avance le tour. Tu n'es pas dans le ligament jaune. Continue d'avancer. Si tu mets ton pouce sur le piston, c'est un mur, c'est soit le ligament jaune, soit tu es dans l'os. D'accord? Dans l'os. Tu es dans l'os. Mais le ligament jaune, c'est une résistance qui est franche. Une fois que tu es dedans, n'y allez pas d'un seul tenant. Mettez une pression positive, on continue sur le piston. Avancez, arrêtez-vous. Avancez, arrêtez-vous. Avancez, arrêtez-vous jusqu'à avoir la perte de résistance. Parce que si vous y allez d'un seul tenant, vous risquez la rupture même. D'accord? Donc, fais le ligament jaune, ne jouez pas au héros. Non. Le ligament jaune, on s'arrête, on prend un café et on y va millimètre par millimètre. Avant le ligament jaune, pas de problème. Vous voyez que vous pouvez envoyer du sérum salé, là, comme ça. Entrez, n'ayez pas peur. Dans le ligament jaune, vous allez sentir généralement, quand vous êtes dedans, vous sentez l'aiguille, il y a un petit craquement, et vous aurez cette résistance qui va apparaître. Et c'est là que vous êtes rassuré, je suis sur la bonne voie. D'accord? Donc, perte de résistance, je vide le membrane de sérum salé à l'intérieur, je mets 10 cc généralement. D'accord? Je fais monter le caté, c'est pas la peine de tourner à gauche, à droite, de dilater, de réduire. Vous faites monter le caté, la main gauche tient la touille, la main droite tient le caté, vous poussez. Une fois que le caté rentre, je laisse 3 cm à l'intérieur. Donc je vois combien j'ai à l'extérieur. Par exemple, j'ai laissé 4 cm à l'extérieur. Donc je vais laisser 5 plus 3, je vais laisser 8 à l'intérieur, par exemple. D'accord? Vous laissez 3 cm à l'intérieur de l'espace péridural. Vous retirez votre touille. Vous faites attention à ne pas étaler votre cathéter sur les champs et sur machin. Vous le gardez dans votre main. Vous le fixez. Vous faites votre premier bolus de 5 mg. Donc ça va représenter parfois 5 cc si vous travaillez avec du 1, parfois un peu plus de 5 cc, 5 mg. Vous donnez 2 minutes, vous vérifiez s'il n'y a pas de fourmillement, de sensations bizarres dans les membres inférieurs. Si vous n'êtes pas en intratécal, vous finissez votre induction, 15 à 20 cc généralement suffisent, et vous réévaluez au bout de 20 minutes pour savoir si j'augmente, si je n'augmente pas. Quand j'atteins 5 cm, je considère que j'ai une nouvelle malade sur table. Je refais une induction pour anticiper l'accouchement sur le territoire sacré, avec les concentrations que j'aurai titrées selon le feedback de la patiente. On a compris comment on augmente et on diminue les concentrations? Grosso modo, j'ai 3 niveaux. J'ai 5 cc ramené à 20, 4 cc ramené à 20,
3 cc ramenés à 20. Et selon ce qu'elle me dit, je vais changer mes concentrations jusqu'à avoir un niveau de douleur qui soit toléré par un malade sans retentissement. Capiche? Capiche, des questions? Allez, on voit une question pour la vidéo. Là, je vous enverrai les calculs déjà. Il n'y a pas de formule à retenir. Ça facilite la vie, hein. Ça ne rend pas la vie plus difficile. Sauf que c'est un travail artisanal, il faut être en contact de la main. Je vous donne les intervalles de temps, c'est une demi-heure à 3/4 d'heure. Moi, je donnais carrément mon numéro de téléphone au portugais. Parce qu'il était 2 h du matin, j'étais de garde, je voulais dormir. Donc si elle m'échappe, elle m'appelle, elle j'ai mal. Et quand on vous dit j'ai mal, vous n'êtes pas en train d'entretenir la péridurale. C'est pas vrai. On n'entretient pas une péri chez quelqu'un qui a mal. On fait des inductions chez quelqu'un qui a mal. Parce que le métamère n'est pas couvert. Donc il faut aller couvrir ce métamère lorsque la douleur, elle revient. Il n'y a pas de petit bolus de 2 cc qui tiennent là. Il faut y aller avec du 10, du 15, jusqu'à aller couvrir ce métamère-là qui nous a échappé. D'accord? Donc, entretien lorsque la zone est couverte. Induction, même au bout de 3/4 d'heure, c'est une nouvelle induction lorsque la zone n'est pas couverte. D'accord? Quand est-ce que vous préparez votre seringue? Une fois que vous avez parlé avec votre malade, que vous avez décidé de donner un bolus, c'est là que vous préparez la seringue pour savoir, dans mon flacon de Bupi, est-ce que j'enlève 3 cc, est-ce que j'enlève 4 cc, est-ce que j'enlève 5 cc, que je ramène ça avant pour injecter. Donc je décide de ma concentration in situ. Ok? Fourmillement, paresthésie, difficulté à la marche, je réduis la concentration. Douleur globale partout, intolérable, c'est-à-dire 5, 6, 7, j'augmente ma concentration. Dans la quasi-totalité des cas, vous allez diminuer votre concentration, et dans la quasi-totalité des cas, vous allez augmenter votre volume. Parce que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe. Ça va, c'est simple? Titration, on a compris le principe? J'imagine qu'il faut vraiment une bonne information des patients pour qu'ils soient vraiment coopérants. Parce que c'est ça notre problème d'ailleurs. Déjà les femmes arrivent là, elles ne savent rien sur l'accouchement. C'est vraiment indigne. Tu sais, tu lui parles un langage simple. Quand la madame t'a donné une note, pensez pas, c'est ni le VA, ni le VS, ni le V quoi. Hein. Tu dis entre 0 et 10. C'est pas. On a qui est maintenant. C'est ouais. 10 رانا نحلو فيك أذيف. ستار موت. شرعي. شرعي راهي 8 راهي 7. Tu lui donnes le temps. Parce qu'elle a compris qu'elle doit te donner un chiffre. هذوك بينك وبيا الهضره سي لا نوت لا علامه. كي ندوز تقول لي شحال راك وين هي شحال. Même si elle est débile, elle pourra vous donner une note. Insistez au début. D'accord? Insistez au début. Mais vers la fin, donnez-moi une note. Entre 0 et 10. Elle va vous donner une note. Et vous allez utiliser ça comme point de repère. Wait, win. Win. Je vais augmenter ma concentration. Même si elle est débile, elle peut identifier avec son doigt Winston. D'accord? La communication est difficile pour qu'elle ait cette notion de je suis sur la table, je respire, j'inspire fort, j'accompagne ma contraction. Elle dit qu'il faut vraiment un bon contact avec elle. Mais pour savoir est-ce que votre péri est fonctionnel, parfois vous n'allez même pas leur parler. Vous les voyez de loin. De loin. Si elle est comme ça, si elle est comme ça, si elle est contre le mur, si elle est par terre, vous savez qu'elle a mal, vous savez que c'est pas efficace. Donnez plus de volume avec la concentration que vous avez choisie. Si vous la voyez allongée, traque téléphone, c'est que vous êtes efficace. Trop oui. Mais je n'accole. Vous êtes efficace. D'accord, on n'a pas besoin de tellement de. Vous avez juste besoin de sentir les partenaires. Au bout d'un moment, vous allez les sentir. De loin, vous allez voir la présentation et vous saurez. Et vous identifierez les gens qui sont ultra angoissés. Une femme qui est très angoissée, dès que la douleur disparaît, devient exceptionnellement coopérante. Montrez-lui que sa douleur vous importe. Parce que vous serez la seule vous serez la seule qui allait considérer sa souffrance. Tous les autres n'en ont rien à foutre. Il lui montre bien qu'ils en ont rien à foutre. Donc si vous lui montrez que sa souffrance a de l'importance pour vous, je vous garantis. D'accord? On m'a dit l'épuisation, très bien avec ça. Ok? Donc suivez-les, soyez à leur écoute. Utilisez ça les premières fois. Faites quelques péris, accompagnez-les. Vous aurez quelques échecs.
Parce que vous allez hésiter à rajouter du volume, c'est humain. Vous allez hésiter à augmenter les concentrations, c'est humain. Vous allez avoir peur. Très très loin. 30 cc, c'est 25 mg. Que dalle. D'accord. Au départ, vous allez avoir peur, c'est normal. Vous allez avoir des échecs à la période, vous allez être frustré. Et puis vous allez vous dire, merde alors, je suis à 5 cm, je m'en fous, je mets 20 cc à 1 mg et je vais le prendre. D'accord. Imaginez une hypotension. Imaginez une hypotension. Il faut prendre une tension. Non, mais ça n'existe pas. Vous allez voir, vous allez faire et vous allez sentir les patientes, vous allez savoir chez qui il ne faut pas rajouter, chez qui il faut rajouter. Faites-en beaucoup, adaptez-vous à chaque malade, adaptez votre protocole aux malades. N'adaptez pas les malades à votre protocole. Ce n'est que comme ça que ça fonctionne. Ok les amis? Pour voir si vous avez d'autres questions, vous les envoyez sur web.